C'est donc l'heure du verdict après 10 mois d'audience, un moment intense et historique pour les rescapés des attentats du 13 novembre et pour les proches des victimes. Guillaume Villadier, vous êtes au palais de justice pour TV5 Monde. Guillaume, le délibéré devait débuter à 17 h. Il n'en est rien, ça prend du temps semble-t-il. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'épilogue d'un procès hors norme dans la justice française. Oui, Mohamed, on attend toujours l'énoncé du délibéré. Le président de la Cour d'assises spéciale de Paris devrait s'exprimer pendant plusieurs heures, sans doute, car avant de prononcer les peines à l'encontre des 20 accusés, eh bien, il va devoir longuement détailler les motivations de la Cour. Rappelons que les réquisitions du parquet national antiterroriste vont de 5 ans de prison pour ceux qu'on a appelés les petites mains des attentats, à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, qui est le seul membre encore en vie du commando des attentats du 13 novembre. Donc vous le disiez, encore de l'attente ici au palais de justice, et notamment pour les parties civiles qui sont venus rescapés, proches des victimes, qui sont venus vraiment en nombre pour ce dernier jour d'audience et pour assister au verdict de ce procès historique. Guillaume Villadier, merci, et on revient vers vous bien entendu si ce verdict tombe d'ici la fin de ce journal, même si vous nous le disiez, ça pourrait prendre plusieurs heures. On va maintenant écouter un rescapé du Bataclan, Christophe Naudin. Voici son état d'esprit à quelques heures donc de ce verdict. C'est une épreuve, hein, c'est sûr, mais on s'y attendait, on savait que ça allait durer ce temps-là, donc on s'y est préparé, nous avec Life for Paris, un petit peu en mode ensemble, donc c'est peut-être un petit peu moins difficile à supporter que si on est tout seul. Mais oui, c'est une longue épreuve, c'est sûr, mais on l'attendait, on savait que c'était l'une des étapes de notre parcours, et on est content que ça se termine aujourd'hui, ça fait plaisir, enfin aujourd'hui peut-être. Tous les moments de témoignage des parties civiles, c'est évidemment très très fort. Tout le temps, on redécouvre des histoires qu'on connaissait un peu, on découvre les histoires de ce qui est arrivé à ceux qui sont devenus nos amis aujourd'hui. Il y a eu d'autres moments aussi très émouvants, hein. Le jour où les gens de Saint-Denis, les habitants de la rue Corbillon ont témoigné, c'était très lourd aussi, très émouvant. C'est un procès avec sa longueur, donc avec des moments creux, des moments hauts. C'est un peu un roller coaster de compétition. C'est des vraies montagnes russes. On a vécu encore 9 mois dans des montagnes russes. On savait que c'était un procès qui allait être long. Au tout début, on se demandait si Salah Abdeslam allait parler, parce qu'il n'avait pas parlé du tout depuis son arrestation. Il n'y avait pas de l'attente, mais ni de l'inquiétude, il y avait une certaine appréhension. Et puis oui, on savait que ça allait être difficile certains moments, et ça l'a été. Ce procès, c'est une étape, on la voyait venir. Donc c'est une haie qu'on voyait au loin, on savait qu'elle était là, on sait que derrière il en reste d'autres. Et certaines peut-être qu'on ne voit pas encore. Mais il faut avancer avec. Avec nous tout au long de cette page, Laura Nathiès, bonsoir, soyez la bienvenue. Vous êtes sociologue, ingénieur de recherche au CNRS et vous participez, puisque c'est toujours en cours, au programme 13 novembre, conduit par le CNRS et l'INSERM sous la direction de l'historien Denis Péchanski et du neuropsychologue Francis Eustache. Vous avez coécrit un livre qui s'appelle 13 novembre, des témoignages, un récit, édition Odile Jacob. Peut-être d'abord une réaction sur ce que vous venez d'entendre. Je précise que vous avez recueilli plus de 300 témoignages de récits, mais ils sont anonymes, on ne pourra pas savoir si Christophe Naudin en fait partie, mais vous vouliez réagir à ce que vous venez d'entendre? Alors en fait, on en a récolté même beaucoup plus que 300, puisque en 2016, on en avait récolté 340 auprès des victimes directes, des intervenants professionnels et des proches de victimes. Et on a répété l'opération en 2018 et en 2021. 3 fois. Voilà. Donc, Christophe Naudin, ce qu'il vient de dire, ça vous a paru fort, puissant? Très puissant, très fort, beaucoup de lucidité, parce que effectivement, je pense que ce moment du procès, c'est un moment très important dans la reconstruction des victimes et des proches de victimes, mais c'est pas le point final. Et ça, c'est un point, à mon avis, très important, puisque il y a une sorte d'injonction sociale à la reconstruction. Il faut bien avoir conscience que c'est pas parce que ce procès se termine que demain les personnes se réveilleront lavées de toute blessure. Hein. Ça reste un processus très long et qui n'est pas linéaire. Et on va voir justement en quoi consistait précisément votre travail de mémoire pour les victimes, leurs proches, mémoire aussi pour la France. Mais on va poursuivre avec justement les rescapés et les familles des victimes. Comment ont-elles vécu ce procès hors norme qui a été parfois très éprouvant? Regardez ce récit signé Yael Benamou.
C'était un procès pour les aider à se reconstruire. Pendant 7 semaines, 450 parties civiles rescapées ou familles endeuillées viennent dire l'horreur à la barre. Un long récit collectif du 13 novembre, avec pour certains toujours ce sentiment de culpabilité. C'est Nick qui m'a attrapée et qui m'a jetée par terre. Et il avait pris une balle à ce moment-là, qui était pour moi. J'ai essayé de le ressusciter, mais j'arrivais pas. Un procès ponctué de larmes, même des policiers pourtant aguerris répriment leurs sanglots en détaillant les scènes de crime. Je ne peux qualifier ces choses. Je peux seulement vous dire qu'une victime a été traversée par 36 balles, une autre 22, une autre encore 14. Personne n'oubliera non plus les mots du commissaire de la BAC. Nous avons avancé vers ces portes avec l'idée qu'on ne les franchirait peut-être jamais au retour. Reste encore aujourd'hui indélébile dans la mémoire collective les sons et les images de ce soir du 13 novembre. Les cadavres sur les terrasses, les rafales de Kalachnikov, le sang dans la fosse du Bataclan. L'ami qui m'accompagnait est décédé dans mes bras, donc ce sang, je sais à qui il appartient. Il restera le personnage principal du procès, Salah Abdeslam. Insolent, provocateur, il faudra attendre son ultime interrogatoire sur 3 jours pour qu'il parle et qu'il demande finalement pardon. 13 novembre, l'heure du verdict. Laura Nathiez est avec nous. Vous avez rencontré, comme on vient de le voir dans ce reportage, des policiers, des pompiers, des organisations de secours, des soignants, des rescapés, la Croix-Rouge, des magistrats, des politiques. Qu'est-ce que vous avez essayé de restituer ? Alors, ce qu'on a essayé de restituer, en tout cas dans le cadre du livre, c'était ce qu'il s'est passé le soir du 13 novembre. Et comment ils l'ont vécu, les victimes, notamment ? Oui, de la manière la plus complète et la plus exhaustive possible. Donc, en faisant dialoguer les différents témoignages entre eux et en faisant dialoguer ces témoignages avec d'autres sources. Comment parlaient les victimes, les rescapés ? C'était compliqué, la plaie est toujours ouverte ? La plaie est toujours ouverte. Nous, on prend le temps, puisque les personnes ont le temps qu'elles veulent pour parler. Donc, il y en a certaines qui parlent jusqu'à 6 heures. Donc, on installe vraiment une conversation posée avec ces personnes-là, de manière à ce qu'elles puissent raconter leur vérité. Ouais. Restituer donc un événement traumatique. Il y a un mot qui vous a frappé dans ce reportage, c'est le mot de culpabilité. Pourquoi ? C'est un mot qui m'a marqué parce que, en fait, c'est quelque chose qui est apparu de nouveau dans les entretiens que nous avons réalisés en 2021, qu'on n'avait pas entendu, j'ai l'impression, avant, voilà, en 2016 et en 2018. Et il me semble que, donc, du coup, c'est une interrogation nouvelle que se posent les victimes. Et ce qui me marque, c'est parce que nous, dans le cadre du programme 13 novembre, et puis un autre chercheur qui s'appelle Guillaume de Zecache, on a étudié précisément les réactions dans ces attentats-là, et on s'est rendu compte qu'au contraire, en fait, les gens, les victimes, s'étaient venus en aide. Il n'y avait pas du tout cette réaction instinctive qu'on pourrait avoir dans une situation de survie de chacun pour soi ou de sauve qui peut. Au contraire, il y avait énormément d'entraide et de solidarité. Donc le fait qu'il y ait cette interrogation nouvelle de la part des victimes de est-ce que j'ai bien agi, j'ai suffisamment agi ce soir-là, elle est nouvelle. Ah, c'est ça la culpabilité, c'est de dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais pu sauver tout le monde ? Est-ce que j'aurais pu aider davantage la personne qui était à côté de moi, etc. Moi, c'est ça que j'ai entendu de nouveau en 2021. À mon sens, vraiment pour l'avoir analysé, voilà, la question ne se pose pas dans le sens où il y a eu énormément d'entraide, parfois au risque de sa propre vie. Donc. Alors il y a des avocats qui le disent d'ores et déjà, ce soir il y a ce verdict, 22h, 22h30, on verra. Ça va être, quoi qu'il arrive, un choc émotionnel pour les victimes, pour leurs proches, pour tous ceux qui ont travaillé aussi à ce procès hors norme. Est-ce que vous sentez, est-ce que les victimes ont peur de l'après ? Est-ce qu'il y a la peur d'un vide ? C'est 10 mois d'une vie, ce procès. Il y avait la peur du procès avant le début du procès, cette parenthèse qui s'ouvrait où on allait décortiquer les faits dans les moindres détails. Finalement, un des enseignements de ce procès, c'est que finalement, les victimes, au départ, n'en attendaient pas grand-chose d'après ce qu'elles nous disaient. Et finalement, elles ont été agréablement surprises. Elles ont appris des choses, elles ont découvert de nouveaux éléments. Et donc, forcément, ce verdict, eh bien, ça sera la fin d'une étape. La fin de quelque chose, ouais. Oui. Et le début d'autre chose aussi, sans doute. Comment vous avez senti ces victimes en les rencontrant ? Elles pouvaient parler librement, on l'a dit, hein, c'est anonyme, on imagine que c'est délibéré, c'est pour permettre une parole libre. Est-ce que vous avez senti des personnes prêtes à pardonner,
d'autres plutôt, si je peux me permettre le mot, revanchardes. On sait que vous êtes sociologue, il y avait un grand sujet dans la société française, c'était est-ce que la cohésion va être maintenue? Est-ce qu'elles vous ont parlé du djihadisme, de l'islam, de la manière dont elles voyaient leurs compatriotes, peut-être aussi de confession musulmane? Qu'en est-il à ce sujet? Alors, tout d'abord, je pense qu'il y a quand même une hétérogénéité dans ce groupe des parties civiles. Mais est-ce que c'est revenu, ça? Oui, alors ça revient, bien entendu. Ce qu'on observe, et ça, il y a d'autres chercheurs, je pense à Vincent Tiberi, dont c'est le travail, qui a analysé ça de manière très précise. Après la vague d'attentats de 2015, donc de janvier et de novembre, de manière tout à fait contre-intuitive, on n'assiste pas à une dynamique autoritaire. Au contraire, il y a une augmentation de la tolérance, des valeurs humanistes en France. D'ailleurs, après, il y a eu aussi des attentats comme l'attentat de Nice, avec ce camion bélier. Il y a eu aussi le prêtre Hamel qui a été tué. Ça, à chaque fois, quand vous avez fait vos entretiens, forcément, c'était à nouveau un marqueur des souvenirs qui revenaient? Tout à fait, on le voit pour les victimes, c'est toujours des éléments qui ravivent la douleur, qui ravivent un certain nombre de symptômes du stress post-traumatique, qui sont des événements extrêmement difficiles à vivre pour les victimes. Ça, c'est sûr, et c'est quelque chose qui restera pendant encore très très longtemps. Hein. Ça réouvre des plaies, oui. Alors, on vient de l'apprendre, donc, pas avant 22h, le début du délibéré. 20h, pardon, 20h, 22h, peut-être le verdict. 20h, donc, les accusés, Salah Abdeslam et les co-accusés, 20 au total, ne sont pas dans le box. Une dernière question, peut-être. Quelle est la dimension pédagogique de votre travail? À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à toute la société, notamment aux plus jeunes, aux écoliers, pour se mettre à la place de celles et ceux qui ont vécu ce traumatisme national, mais pour aussi le rendre à celles et ceux qui l'ont vécu? Notre travail, je pense qu'il s'adresse à tout le monde, peut-être pas pour se mettre à la place des gens, mais surtout pour ne pas oublier, pour comprendre ce qu'il s'est passé. Quand on comprend ce qui s'est passé, quand on décortique les faits, on lutte contre les théories alternatives et conspirationnistes. Et de ce point de vue-là, à mon sens, c'est très important. C'est très important parce que c'est ce qu'on fait au procès, mais aussi c'est ce qu'on a fait dans le livre. Voilà, de caler les faits, de savoir ce qui s'est passé dans les moindres détails, ça c'est quelque chose de particulièrement important. Merci beaucoup Laura Nattiez. Je rappelle que vous êtes sociologue et co-autrice du programme 13 novembre. Vous en avez tiré un livre chez Odile Jacob, des témoignages et un récit. Merci à vous. On le rappelle, délibéré à partir de 20h, ça va prendre plusieurs heures bien entendu. On vous tient informé sur les réseaux sociaux de TV5 Monde et sur notre site internet. Merci encore à vous. Merci.